Salam alaikum, Azul Flawen, bonsoir. Le 1er juin 2019, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter à nouveau l'élection présidentielle. Celle-ci était à l'origine prévue le 4 juillet. En annulant les deux seules candidatures, le Conseil a de facto reporté l'élection présidentielle à une date ultérieure, sans plus de précision. En effet, les revendications des manifestants ont changé de nature. Les participants au Hirak ou à la Révolution du Sourire réclament désormais le départ des représentants du régime, opaques et corrompus, appelés même Al-Isaba. Parmi eux, Ben Salah, Bedoui et Gaïd Salah. Redoutant que le pouvoir tente d'influencer le processus électoral, les manifestants ont réclamé le report de la présidentielle et un changement démocratique plus radical. Alors qu'il avait prié au premier rang au terme de la prière de Eid al-Fitr à laquelle ont assisté Abdelkader Ben Salah, Nourdine Bedoui, plusieurs ministres et d'autres hauts représentants de l'État, le président de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchereb, s'est vu assigner une place moins officielle lors de cette prière. Ainsi, le message paraît très clair. Après avoir été éjecté du FLN et menacé plusieurs fois par les députés de son parti de démissionner de son poste de président de la PN, Mouad Bouchereb est désormais rejeté par les plus hautes autorités politiques du gouvernement illégitime et se retrouve totalement écarté. Depuis le décès de Kemeldine Fakhar, une grande mobilisation est en cours contre la répression et le harcèlement des défenseurs des droits de l'homme. Des pétitions circulent pour la libération des détenus d'opinion. L'affaire de Fakhar a fait ressortir deux dossiers très importants en matière des droits de l'homme. Les détenus d'opinion et la détention provisoire. Des observateurs et ONG sont unanimes que l'Algérie abuse beaucoup en mettant les gens en détention provisoire sans les juger. Et pas seulement pour des questions d'opinion. Dans une lettre adressée au vice-ministre de la Défense, Ahmed Gaïd Salah, l'ancienne moudjahida et femme politique algérienne Zohra Dharif Bitat a déclaré ceci. « Je vous écris avec l'espoir infini qu'elle-même, parlant de Louise Hnoun, ainsi que tous les détenus politiques et d'opinion dans notre pays, soient libérés dans les plus brefs délais. Ces libérations feront partie, de façon certaine, des garanties qui crédibiliseront votre engagement pour une Algérie nouvelle. Elles feront en sorte que la mobilisation de notre peuple trouve son sens unificateur de la nation. Mais surtout que le sacrifice suprême de Kemeldine Fakhar ne soit pas vain. » Fin de citation. Les réserves de change de l'Algérie sont passées à 79,88 milliards de dollars à fin décembre 2018, contre 97,33 milliards de dollars fin 2017, soit une contraction de 17,45 milliards de dollars, a annoncé lundi la Banque d'Algérie. A rappelé que les réserves de change de l'Algérie, hors non compris, étaient à 82,12 milliards de dollars à fin novembre 2018, contre 86,8 milliards de dollars à fin septembre et 88,61 à fin juin 2018. Selon les services des douanes, l'Algérie avait terminé l'année 2018 avec un déficit commercial de 5,3 milliards de dollars. Il est important de rappeler que les recettes de l'Algérie en devises proviennent à 97% de ses ventes des hydrocarbures. La Banque d'Algérie a
plaidé à cette occasion pour des efforts d'ajustement soutenus afin d'améliorer le recouvrement de la fiscalité ordinaire, y compris par la rationalisation des subventions, libérer le fort potentiel de croissance de l'économie nationale et diversifier l'offre domestique et les exportations de biens et services. Des réformes qui, aujourd'hui, ne risquent pas de voir le jour. L'impasse et le manque de visibilité politique qui se sont installés dans le pays, s'ils perdurent, impacteront fatalement la situation économique et ralentiront encore davantage la croissance économique qui évolue déjà à un rythme peu favorable. أنا كنت ساكت سمعت بلي عندنا قانون يعطيني حرية باش نعبر ديسيديت في حدود المعقول نهضر هكاش كيفاش دولة فرنسا وشعب حال فيها شحال الله يرحم بلادي المنكر فيها عادي بلادي بلاد الشهداء بزاف وش راكي ريت بلادنا شدت التصويرة الشعب راهو في حيرة حرقة ولات عشيرة مطبي بالصاروخ والشيرة على بلاد وكويت والغيرة دموع وسالت تغزيرة رايسنا كطير بلا جناح خلوه يرد المفتاح كمل يا مرسوم مرتاح لو كان شا قادر على هضرة خليها لكم عبرة يقول ما عنديش قدرة أقبلوا الحقيقة ما عدناش فيكم ثقة كلمتنا راهي واحدة ما كاش كيفاش العهدة الشعب منكم باغي يكلاطي خايف في 16e vendredi de mobilisation contre le régime est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici, sur le plateau, deux invités que vous connaissez très bien. À ma gauche, M. Saïd Khalil, ex-premier secrétaire du FFS. C'est Saïd Khalil, marhaba bik, bonsoir. مرحبا بك ميرسي بور لانفيتاسيون ازول العثم مرفوعث صعايدكم يعطيك الصحة صحة عيدك ثانيا مرحبا بكم sur ma droite il y a Ali Boucharka militant politique مرحبا بك bonsoir. Bonsoir Houssine, bonsoir aux téléspectateurs et Saha Aïdkoum pour tout le peuple algérien. Merci يعطيك الصحة. Par téléphone depuis Alger, il y aura avec nous Fatah Tétouche, militant politique. Fatah Tétouche, bonsoir. Bonsoir Houssine, Saha Aïdkoum donc à tout le peuple algérien, tous ceux qui nous regardent, Saha Aïdkoum aux invités, à M. Khalil et à Ali Boucharka. Merci. Avec nous aussi Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la LADDH. Monsieur Rahmoun, bonsoir. Azoul, marhaba bik. بالخير أزول فلاون صحة عيدكم pour les invités qui sont sur le plateau. Merci. Et pour les gens qui sont en face de vous. Salam alaikum. Marhaba bikoum tous. Saïd Khalil, on va commencer par vous. Alors, 16e vendredi de mobilisation contre le régime. La mobilisation ne fléchit pas. Le peuple est toujours là.
l'enthousiasme est toujours là. Demain, donc, c'est le 16e vendredi. C'est prévisible, on est content que nous avons traversé l'épreuve du Ramadan indemne, là, avec une mobilisation encore plus forte, une détermination sans faille. Toujours intacte. Toujours intacte, et je suppose que demain c'est dans la joie de la fête, quoi, et dans l'enthousiasme que cette mobilisation va se faire. Et évidemment, tant que le peuple algérien n'a pas obtenu ce qu'il revendique, il continuera à se battre, à se mobiliser. Ali Boucharka? En fait, c'est la détermination du peuple algérien aujourd'hui nous indique en fait que cette mobilisation, cette révolution n'est pas une révolution de circonstances, n'est pas juste une révolution passagère de contexte. C'est le peuple algérien qui s'est mis en mouvement dans toutes ces sphères, que ce soit la présence des femmes, l'engagement des jeunes qui sont à l'avant-garde, la présence dans toutes les wilayas qui sont mobilisées, indique que le peuple algérien, aujourd'hui, il est inscrit dans une rupture déjà consommée avec le régime. Et donc, au jour d'aujourd'hui, la détermination l'est encore davantage du fait même que le régime s'obstine à faire passer une feuille de route qui a des objectifs de ravalement de façade de la vitrine du régime, qui ne touche pas véritablement le fond des problèmes historiques en Algérie et ne répond pas non plus aux demandes de changement radical exprimées par la population. Fatah Tétouche, 16e vendredi donc, est-ce que cela veut dire que le sens de décision est revenu justement au mental de l'Algérien? Aujourd'hui, il veut décider, et il décide bien sûr, puisque demain c'est un autre vendredi. Oui, je peux en parler, d'autant plus que le vendredi passé, moi ce qui m'a impressionné en fait, c'est la détermination des personnes, des Algériennes et des Algériens qui manifestaient, c'est-à-dire dans la difficulté, où il faisait chaud, où les gens jeûnaient, donc ils avaient de fait soif, donc il y a la difficulté physique à faire la manifestation, mais le sourire, ils avaient le sourire, ils avaient la détermination, on le lit, la détermination, on la lit dans les yeux des manifestants, et la force des slogans aussi, c'était des slogans très forts, c'était des slogans d'une radicalité au sens, j'allais dire, propre, c'est-à-dire en rupture totale avec le régime, mais aussi dans le sens d'un changement profond et en profondeur du système. Et je peux témoigner qu'ils n'ont pas l'intention de céder en fait, et que de semaine en semaine, on a l'impression que cette maturité dont on parlait déjà au 22 février est en train de prendre forme, est en train de devenir une véritable arme politique dont peut se féliciter le peuple algérien. Issa Rahmoun, donc la première Jumu'ah d'après le mois sacré de Ramadan, d'après le Eid, va être forte, donc comme disaient nos invités. Comment vous regardez, justement, vous, l'avocat et le vice-président de la Ligue des droits de l'homme, le vendredi de demain? Une deuxième fois, je dirais qu'on dit qu'il y a les 10 commandements. Nous, on est au 16e commandement. Oui. Et probablement, on aura le 20e ou le 30e commandement. C'est pour vous dire l'ampleur de l'engagement, l'ampleur de la conscience qui est là, installée dans le peuple, à ne pas lâcher d'un iota, une envie ardente, une envie acharnée de passer d'une république, comment pourrais-je l'appeler, d'une première, d'une non-république, d'une république bananière, à une véritable république. Donc, il y a un poète de chez nous, un chanteur, Lounis Menglet, qui disait ouais. Moi, je dirais actuellement, même le bon Dieu, même la nature, même les revendications, hommes, femmes, jeunes, garçons, vieux, vieilles, sont déterminés à en découdre avec un ancien système, un système qui a mis le pays à genoux, qui a spolié
la volonté populaire, qui a nié la souveraineté populaire, qui a nié le droit d'un peuple à l'autodétermination. Je pense actuellement qu'on est en face d'un rendez-vous avec l'histoire. L'histoire est que il faut le dire, il faut en être fier. En Afrique du Nord, on voit une génération qui va bouleverser le monde. Merci. Restez avec nous, Issa Rahboun Saïd Khalil. Donc, le peuple dit ça aussi dans ses slogans. Il dit le bled bledna. Ça veut dire ce pays nous appartient, ce destin nous appartient. Aujourd'hui, c'est à nous de décider. C'est grâce à ce hirak, justement, que ce sens de décision, cette volonté, justement, de dire que je suis algérien, ce pays m'appartient et je dois changer les choses. Voilà. C'est très beau. Il était temps. Nous sommes la première génération post-indépendance. Donc, on en a vu une seconde, une troisième. Bon, il faut arrêter les frais, il faut arrêter. Et c'est le message que délivre cette jeunesse, cette rage de se réapproprier le pays, se réapproprier sa souveraineté. Leur destin. Leur destin, de prendre leur destin en main. Oui. Nous, on les accompagne. Franchement, je n'aimerais pas que mes enfants, que cette jeunesse, subissent ce que nous avons subi. Nous n'avons connu que des colonels, que des militaires à la tête du pays, avec des horizons bouchés, avec des rares possibilités. Comment voyez-vous justement le régime d'aujourd'hui, Saïd Khalil, vous qui avez connu justement tous les régimes depuis 62 presque, est-ce que ça a changé aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que ça a changé, il y a quelque chose qui a changé? Non, ce régime, c'est un détritus ou c'est un résidu de la naissance. En fait, le régime algérien est né un certain été 62, lorsque l'armée des frontières a marché sur Alger, et il faut le dire pour l'histoire, en écrasant l'opposition interne, l'armée de l'intérieur, mal équipée, et qui a tout donné contre le colonisateur, pendant que d'autres attendaient leur jour. Et c'est dès lors qu'ils se sont installés, avec une façade civile au départ, et depuis le régime de Boumedienne, c'est un autre militaire qui lui a succédé après son décès, et ainsi de suite. Donc, nous sommes toujours dans la même configuration. Aujourd'hui, au fait, le régime, on peut le considérer comme finissant dans la mesure où c'est une fin de règne d'abord biologique. Vous voyez la moyenne d'âge, vous voyez l'âge de ce qui reste comme gouvernant. 75 ans la moyenne. Et la fin d'une légitimité, la fin de la légitimité historique, parce que les vrais maquisards, même ceux qui ont survécu après l'indépendance, c'est la loi de la vie. Ils ont quand même essayé de perdurer peut-être ça, parce qu'on a entendu un discours novembriste et tout ces derniers mois. Mais il faut le dire, aujourd'hui, donc une fin biologique, une fin de légitimité historique et je dirais aussi une fin politique, quoi. C'est-à-dire vous ne pouvez plus faire face à un monde du XXIe siècle, à l'âge du numérique, à l'âge des routes de l'autoroute de l'information, avec des logiciels complètement obsolètes. Ce qu'il faut dire, quand même, ils sont complètement isolés, parce que, y compris lorsque Gaël Saleh se revendique des maquisards, aujourd'hui, l'ONM dit qu'il faut une transition. Absolument. D'ailleurs, elle est bienvenue au club. Ça réconforte. Saïd Abadou avait payé sa chère. Oui. Il s'est fait démiser. Voilà. Et aujourd'hui, il se revendique de l'islam, de nos valeurs spirituelles, de la fraternité. Aujourd'hui, nos vénérables ulama disent qu'il faut une transition. Exactement. Donc aujourd'hui, ils sont complètement seuls. Ils sont assiégés. Ils sont complètement seuls, assiégés. Bon, il a les forces armées, il a les forces de sécurité et tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? On ne peut pas construire un pays uniquement avec de la répression. Et l'heure de vérité, c'est pour ça que nous l'interpellons. Nous lui disons que vous pouvez sortir par la grande porte. Vous pouvez vous inscrire dans l'histoire. Qu'attendez-vous?
Allez, Bouchelka, pourquoi cette volonté, justement, ce souhait du pouvoir du régime algérien de régénérer l'échec, de recycler l'échec? Moi, je crois que je rejoins totalement ce que disait M. Saïd Khalil. Néanmoins, le régime algérien, moi j'allais remonter un peu plus loin que 62, c'était en 57, c'est que les premiers jalons de la culture autoritaire, néanmoins il y a des constantes, je veux dire. Donc la culture autoritaire, celle-là, a traversé toutes les étapes historiques par lesquelles est passé ce régime-là. Le régime, hein, on est bien Bien sûr. Voilà. Donc il s'agit de ça. Maintenant, historiquement, ce régime a pris des configurations différentes. Il a fait des agencements internes, mais à aucun moment il a laissé une ouverture franche, que ce soit politique, à l'égard des partis d'opposition qui étaient pourchassés quasiment dans la clandestinité la plus totale jusqu'à la fameuse 89, la Constitution de 89. Oui. Et puis, aujourd'hui, dans des temps de crise, c'est là qu'on voit réellement la culture politique des décideurs. C'est là qu'on voit la réalité d'un régime. Certes, ce régime, il s'est doté, jusqu'à maintenant, d'une façade institutionnelle, de toute une structuration, disons, d'un État moderne. On a, soi-disant, un semblant de justice, on a des pouvoirs, tout est consacré formellement. Jacobin, bien sûr. Jacobin. Néanmoins, je pense que fatalement, ce qui a en fait... ce régime-là a engendré quelque chose, indépendamment de la culture autoritaire, c'est la désinstitutionnalisation du pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas dans les institutions, il est hors institution. Ils ont institutionnalisé d'autres choses. Ce n'est pas ceux qui sont investis par l'autorité publique. Celui qui est là à parler, et je vous donne juste un simple exemple, aujourd'hui tous les Algériens, ils savent que Ben Salah, quand il s'exprime, il est là pour indiquer un cap bien tracé par les décideurs, ce qu'on appelle le pouvoir réel. Donc c'est tout ce dédoublement, c'est cette désinstitutionnalisation du pouvoir qui marche en dehors des institutions, c'est cette culture autoritaire qui aujourd'hui, dans ce moment historique où le peuple algérien aujourd'hui réclame un nouveau contrat social, qui n'est plus, il refuse l'allégeance. Aujourd'hui, le peuple algérien, il est arrivé à une maturité politique qui lui permet aujourd'hui de réclamer la démocratie, que la tutelle cesse. Il veut que le peuple algérien reprenne son pouvoir constituant, son pouvoir aussi comme étant le dépositaire de la souveraineté pour faire les présidents et ne pas laisser subir des présidents qui, depuis 1962, ont été toujours du ressort de l'institution militaire et des sphères du pouvoir. Voilà donc aujourd'hui où on en est. Fath Titouche, donc ce régime a détectionalisé, comme disait Ali Bouchelka, le pouvoir. En même temps, il a institutionnalisé la fraude, il a institutionnalisé la corruption, il a institutionnalisé le mépris, il a institutionnalisé la provocation. Aujourd'hui, ce peuple, cette génération, cette jeunesse est dans la rue justement pour dire non, stop, basta à tout ça. Et allons vers une démocratie. Vous êtes à Alger justement pour des réunions, pour rencontrer la société civile. Comment voyez-vous tout ce qui se passe et surtout à la veille du 16e vendredi? D'abord, en fait, pour juste rajouter à ce qui a été dit, parce que je suis d'accord sur l'ensemble de ce qui a été dit, pour rajouter, je pense que ce qui a échappé à ce régime, c'est qu'il a perdu sa force d'anticipation. Donc il faut rappeler que ce régime, ce qui était sa puissance, c'était d'anticiper en fait les colères, les mouvements populaires, d'essayer de les provoquer en amont pour essayer de les étouffer aussitôt provoqués. Ça lui a échappé parce qu'il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui sont les nouvelles technologies qui permettent en fait à cette jeunesse justement de sortir du carcan dans lequel on veut l'encercler, c'est-à-dire cette prison, on en a parlé, cette prison à ciel ouvert, mais là, ils ont une sorte de fenêtre où ils regardent ce qui se passe ailleurs, où ils se renseignent, et aussi le niveau d'alphabétisation de la société algérienne, d'ailleurs qui a été vu par le sociologue Emmanuel Todt, qui avait un peu prédit en fait des mouvements dans les deux régions, Tunisie en Algérie. Par rapport à ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il y a, nous sommes dans un mouvement révolutionnaire à proprement dit,
il y a des dynamiques de partout, il y a une remise en cause de beaucoup de choses, il y a un bousculement de l'ordre établi par la balle, dans le sens où... Fatih, je pense qu'on a un petit problème avec le son, on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas, les amis à la régie, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose? Fatih Tetouche est avec nous? Oui. Oui. Poursuivez, là, oui. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Allez-y, oui. Là, c'est très bien. Voilà, je disais, c'est qu'on est dans un mouvement, on est vraiment dans un mouvement révolutionnaire, dans une révolution à proprement parler, parce qu'il y a un bousculement de l'ordre établi par le bas. Il y a une jeunesse qui est en rupture, non pas seulement avec le régime, elle est en rupture aussi avec les pratiques, avec toutes les pratiques qui ont composé, avec les paradigmes qu'on utilisait, avec la façon de voir la politique, avec la façon de revendiquer en fait la politique. Il y a en fait un changement total. Il y a beaucoup de partis peut-être qui n'ont pas encore ou qui ne voient pas encore le décalage qu'il peut y avoir entre cette jeunesse-là, justement, qui a sa façon de s'exprimer, qui a sa façon de faire de la politique, qui a sa façon de revendiquer les choses. Et heureusement, il y a beaucoup aussi de la société civile, de l'élite aussi, qui n'ont pas été aux marges de ce qui se passe, qui sont quand même en contact avec cette jeunesse. Et on espère bien sûr qu'ils reprennent et que cette fois-ci ne ratent pas en fait ce rendez-vous et qu'ils puissent mettre des canaux de communication entre justement ces aspirations populaires et le travail de réflexion et de traduction nécessaire pour accompagner justement ce mouvement révolutionnaire pour qu'il n'accouche pas d'une souris, mais qu'il accouche d'une véritable démocratie, pourquoi pas une démocratie nouvelle qui serait exportable aussi à l'étranger. Restez avec nous, Fatah. Aïssa Rahmoun, comment expliquez-vous ce décalage qui existe aujourd'hui entre le régime, ces gens du pouvoir, et les gens du Hirak, de cette révolution, la jeunesse surtout observant comme ça, on va dire qu'ils sont très très avancés, ces jeunes, même à des années de lumière. On a d'un côté un pouvoir qui réfléchit à des dates, qui veut changer des dates, qui veut changer des rendez-vous, qui veut changer des élections. De l'autre côté, on a une jeunesse qui veut changer tout un destin, qui parle d'un rendez-vous avec l'histoire même. Pardon, j'ai pas entendu très bien la question parce que ça coupe entre-temps. Donc, je disais, comment expliquez-vous ce décalage qui existe entre la jeunesse qui sont dans la rue aujourd'hui, qui réfléchissent comment changer l'histoire, comment changer le destin de leur pays, comment changer les choses, comment aller dans une démocratie réelle, et un pouvoir qui est en train de manipuler, de manigancer dans les dates, dans les rendez-vous. Est-ce qu'on va faire les élections ce mois-ci? Est-ce qu'on va les faire en octobre? On va éliminer, on va reporter? Oui, mais là, écoutez, le régime, il est dans son mandat, il est dans sa nature habituelle de 62 à nos jours. C'est un système, c'est un pouvoir, c'est un régime qui est en décalage par rapport à sa société et en décalage par rapport à la troisième et à la quatrième génération post-indépendance, comme disait Amit Saïd. C'est une jeunesse qui a voyagé. C'est une jeunesse qui est aidée par les réseaux sociaux, par les faits Internet. C'est une jeunesse qui a fréquenté leurs camarades, leurs amis du Maroc, de Tunisie, de l'Europe. C'est une jeunesse qui veut vivre en fin de compte. C'est une jeunesse qui voit ce pays, Algérie, un pays continent, avec toutes les richesses minières, avec toutes les richesses touristiques, culturelles, linguistiques, culturelles, toute cette différence, toute cette multitude de cultures, c'est vraiment un pays arc-en-ciel. Et qu'on voit en fin de compte, le régime veut le confiner dans un vase clos. Le régime, lui, est intéressé par une seule richesse, le pétrole. Une seule richesse, le pétrole. D'ailleurs, la différence, je vous dis, à un certain moment, on était dans une réception où un ex-chef du gouvernement qui disait que j'aime mon pays.
Et la société civile, on réplique de la manière suivante. On aime le peuple dans notre pays. La différence, elle est de taille. Quand on aime les richesses de son pays, c'est qu'on aime vraiment brader les richesses du pays et faire les affaires de la nomenclature, du banker du système. Mais nous, on considère, parce que nous, notre génération, la 4e génération post-indépendance, on est confronté à un problème qui m'appelle Dewan Garagouz, qui m'a Ben Salah, qui m'a Bedoui, qui m'a les fonctionnaires du système. On n'accorde aucun crédit, aucune légitimité, aucune légalité, aucune crédibilité à ce personnel politique. Imaginez en 2011, et là, beaucoup de nos animateurs de la classe politique et les animateurs, les activistes de la société civile ont oublié un détail. En 2011, avec ce qu'on avait appelé communément Yasser Chiwin, entre parenthèses, le printemps arabe. Oui. Souvenez-vous que l'ex-président de la République avait promis à partir de ces TIF des réformes importantes qui allaient engager le pays dans la voie du développement de la démocratie, de la participation et de la médiation sociale. Qui avait dirigé ces consultations? C'était Ben Salah, l'actuel chef de l'État. Ça a débouché sur la réforme de 4 à 5 lois cadres qui régissent, qui réglementent, qui organisent la vie politique, la vie associative en Algérie. La loi portant le régime électoral, la loi portant les partis politiques, la loi sur les associations, la loi sur les médias. Force est de constater que c'était une régression. Imaginez, je vous donne un seul exemple. Et l'exemple, on est devenu la risée du monde. On est devenu la risée du monde. L'article 39 de la loi 06-12 sur les associations, qui stipule de la manière suivante: est dissoute toute association qui s'ingère dans les affaires internes de l'État. Quel crédit peut-on donner, attribuer à ce chef de l'État? Aucun crédit, aucune légitimité. Souvenez-vous que ce même chef de l'État, il était président du Conseil national de transition. Oui. Donc, on est dans une phase où c'est vraiment le Diwan Garagouz. En 2019, ce que nos aînés disaient en 63, ce que nos aînés disaient en 79, ce que nos aînés disaient en 80, en 88, en 2001, en 91, que le vrai système, le vrai pouvoir appartient aux militaires en 2019. الجزائر غربا شرقا شمالا جنوبا برا بحرا أرضا وجوا. Restez avec nous. C'est-à-dire que le pouvoir réel, c'est les militaires. Restez avec nous, Issa Rahmoun. Monsieur Saïd Khalil, ici se pose quand même peut-être un problème de légitimité populaire aussi. C'est pour ça qu'il y a ce décalage entre le régime qui essaye de manipuler autour des élections et une génération et tout un peuple, je dirais, plus de 22 millions dans la rue, qui veulent justement aller vers un changement réel. C'est parce que ce régime n'a pas de légitimité, donc ils se cherchent entre eux, c'est tout. Oui, c'est deux planètes différentes, quoi. C'est-à-dire cette émergence sur la scène politique de la population, parce que trop ignorée, humiliée, je dirais même écrasée, et tout ça, en fait, ils pensaient que ça allait durer indéfiniment, ils allaient s'installer dans l'impunité, et c'est leur propriété, ce pays. Donc, il me semble que, en fait, ils ont complètement ignoré ce peuple. Ils n'ont pas intégré que ce peuple pouvait réagir, pouvait se révolter, pouvait crier sa colère et revendiquer sa C'est une populace pour eux. Voilà, d'une part. Et en jouant sur les antagonismes, en jouant sur les différences, j'allais dire, culturelles ou linguistiques ou de croyances, bien que globalement c'est un peuple homogène, uni, etc. Mais, il faut le dire, ils ont toujours travaillé ces divisions-là, ils les ont toujours entretenues. Et un beau jour, c'est l'humiliation de trop, comme a dit Mamri, c'est la brindille de l'esclave qui fait qu'un grand feu s'allume.
Et là, c'est ce 5e mandat. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que lorsque je disais tout à l'heure, la fin de cycle biologique et politique, au fait, il ne peut plus se régénérer. Pourquoi le 5e mandat? Tout simplement, il n'avait pas de candidat. Oui. Le régime est incapable de Ils présenter... n'arrivaient pas à se mettre d'accord, oui, sur un candidat. Ils sont incapables de présenter un candidat. Eux-mêmes l'ont dit. C'est-à-dire leur candidat ne pourra pas ramasser 1% de voix. C'est-à-dire que le régime de Bouteflika, c'est vrai que sur le plan de l'opposition, il les a minés, il les a divisés, mais son propre camp aussi, il l'a rasé. Il a laissé un champ de ruines. Mais le peuple reste le peuple. Et ce qui fait aujourd'hui, ce qu'il y a cette énergie dans la jeunesse, cette soif, cet enthousiasme. Aujourd'hui, donc, l'histoire s'accélère, parce que l'histoire, il peut être parfois connaître des périodes de recul, mais ce qu'on appelle, c'est des périodes d'accélération de l'histoire. On a besoin de rattraper tout ce retard, et c'est pour ça que cette jeunesse qui, il y a quelque temps, on se disait indifférente, non concernée, mais au fait, la mémoire... Qualifié de démissionnaire, oui, pendant des années, des décennies. Bon, sur les plateaux, on s'interrogeait, etc. Mais au fait, la mémoire collective, elle est travaillée par ces gens. Donc, et l'effet, si vous voulez, de toutes des réseaux sociaux, des médias libres tels que le vôtre, etc. Et aussi, c'est impossible. Un peuple ne peut pas être inerte. Un peuple, c'est du vivant. Un peuple, c'est de la mémoire, c'est de l'émotion, c'est de l'histoire intégrale. C'est ça, c'est ce volcan-là qui fait aujourd'hui que ils ne peuvent pas comprendre ce qui se passe parce que dans leur logiciel complètement obsolète, ce n'est pas intégré que cette population aujourd'hui peut revendiquer la prise en main de son destin et de prendre son histoire et comment dirais-je, de façonner son destin et son histoire. Et ce qu'il faut dire... Parce que tout simplement, cette Algérie leur appartient. Pas qu'aux généraux, pas qu'aux gens du régime. Ce qu'il faut dire, c'est que, ne serait-ce que d'un point de vue, si vous voulez, démographique, ça rappelle un petit peu la période finissante du régime brejnevien, lorsque les présidents mouraient un mois après l'un derrière l'autre, et mais là où il y a, si vous voulez, du patriotisme, ils ont généré un Gorbatchev qui a dit il faut réformer, il faut sauver le pays. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que dans ce régime-là, il n'y a pas, on ne sent pas, si vous voulez, une patte, on ne sent pas une vision du patriotisme pour sauver le pays. On se dit, il se revendique du patriotisme, de la patrie, tout en menant le pays droit vers, si ça continue comme ça, droit vers le gouffre, vers le mur. Parce que s'ils maintiennent leur feuille de route... Surtout que beaucoup parlent du scénario soudanais aussi. Dieu, comment dire, la formule... j'espère, je crois qu'il faut quand même semer l'espoir. Il ne faut pas, disons, jusque-là, cette population qui maîtrise la situation dans la gestion de sa mobilisation, d'un pacifisme qui a ébahi le monde, je crois que personne n'osera, et sinon l'histoire sera implacable, provoquer ou attaquer un peuple admirable d'une civilisation et d'un pacifisme exemplaire. C'est vrai. Ali Bouchnaka sur ce plan. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait M. Saïd Khalil en disant que ce régime, en fait, il a perdu la légitimité historique. Oui. Mais en réalité, c'était son seul crédit qui lui restait. En fait, quand on perd la légitimité démocratique, la légitimité populaire et la légitimité institutionnelle et ils n'ont jamais eu ça, étatique, ni populaire, ni... Quand on n'a pas tout ça, on joue sur des ressorts passionnels. Ouais. C'est-à-dire, on essaye de s'accaparer
ce qu'on appelle la mémoire collective, elle est mise. D'ailleurs, le FLN, on est l'exemple. Le FLN, cette confiscation des symboles de la révolution qui sont mises dans la machine, introduits dans la machine politique pour la reproduction du régime. Donc ça, c'est évident. Maintenant, pour avoir la légitimité, les choses se posent sur un plan, un triple plan. Premièrement, pour avoir de la légitimité, il faut avoir de la légalité déjà. La légalité, c'est les processus transparents, c'est quand les choses se font dans la transparence. C'est un état d'institution. Chose que contredit l'opacité du régime. C'est l'autorité aussi. L'autorité, c'est pas celle. L'autorité, dans son principe, elle s'impose pas. L'autorité, on y consent à l'autorité. L'autorité, c'est une élévation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans l'État ou quelqu'un qui représente l'État ne devrait pas s'abaisser aux intérêts individuels. Il doit représenter ce qu'on appelle l'intérêt général. Ils ne l'ont jamais fait. Ça a été toujours une logique de privatisation du pouvoir, de privatisation des moyens de l'État, de privatisation des richesses du pays, en mettant à distance la société algérienne, qui a été perçue dès le départ comme étant une société par l'allégeance et pour l'allégeance. Ils n'ont jamais accepté l'émergence, d'ailleurs, d'une société civile vive, autonome, parce qu'ils savent très très bien que l'émergence de cette société porterait éventuellement la contradiction. C'est la fameuse phrase « société contre État ». Et donc la logique de libération de la société amènerait inéluctablement à une explosion d'une logique, je veux dire, sclérosée, jacobine d'un État. C'est pour ça qu'ils ont maintenu ces rapports. Sur le deuxième plan maintenant, je pense que les militaires ils s'obstinent aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont pas mal déjà d'arriérés dans l'histoire. Je pense qu'il y a une certaine panique liée à des antécédents de leur implication sur plusieurs plans d'ailleurs, implication des crimes politiques, des crimes économiques, des crimes... Ils sont poursuivis de partout. Je veux dire, il y a énormément de dossiers qui les attendent. Il y a des gens qui sont en prison. Des gens qui sont en prison. Ijma'. Donc ça, sur un plan, ils ne peuvent pas lâcher parce qu'ils ont peur. Et deuxième point, ils ne peuvent pas lâcher aussi parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. Ils profitent, ils sont ils se servent de l'État. Et c'est la logique rentière aussi. Donc toute l'économie rentière dans laquelle ils ont placé leurs intérêts individuels, d'ailleurs ils les confondent souvent, tout ça mène vers un blocage, surtout quand on sait que ces gens appartiennent, comme disait M. Khalil, à une génération qui a en réalité été bercée par une logique autoritaire. Donc c'est une culture autoritaire. Ils ne pouvaient pas croire que ce peuple algérien aujourd'hui manifeste je veux dire, sa souveraineté. Parce qu'ils se pensent eux-mêmes comme des libérateurs du pays. Donc, ils ont le droit de décider. Donc, ils pensent qu'ils sont légitimes. Et c'est ça le pire. Je pense que la transition que devraient faire les militaires, avant celle politique et économique, elle doit se faire une transition culturelle. D'accepter l'idée que la société puisse aujourd'hui s'accaparer du pouvoir. Mais est-ce que dans l'armée aujourd'hui, dans l'état-major, il n'y a pas de jeunes, vous voulez dire ? Si. Qui pourraient penser tout simplement comme vous êtes en train de le dire. Je pense que ces jeunes, aujourd'hui, ils existent, c'est des commandants, ils existent dans l'appareil militaire. Sauf que quand on regarde le commandement de l'armée, c'est les caciques du pouvoir. Donc Gaïd Salah, avec son entêtement, il est en train de menacer même l'unité de l'armée. Bien sûr, c'est un risque, moi j'allais dire, un risque global sur le pays. Parce que quand là, aujourd'hui, au départ, il a joué le rôle de, si je peux me permettre, de débloqueur de situation, parce qu'il a pu déposer Bouteflika, peu importe les procédés. On pensait qu'il a débloqué la situation, qu'il a créé du mouvement, parce que l'État devrait réagir face à des manifestations monstres. Il ne pouvait pas rester comme ils étaient. Donc, il a débloqué la situation, sauf qu'aujourd'hui, il en est l'obstacle. Aujourd'hui, il empêche la transition. Et c'est ça qui va mener vers, éventuellement, un risque sur l'institution militaire, un risque sur l'autorité de l'État, un risque de crédibilité sur la scène internationale, et un risque aussi gigantesque en termes économiques. Nous allons revoir une petite vidéo, après on continue. Voilà, donc chef d'État, Ben Salah, qui reçoit donc voilà
des félicitations par rapport à l'Aïd al-Fitr. Et voilà. Et là, on voit quand même cet agent de sécurité ou un commandant, je ne sais pas, qui demande à Boucherb de s'éloigner du côté du président. C'est quand même spectaculaire, hein, tout ça. M. Saïd Khalil, est-ce que c'est juste un problème protocolaire ou ils sont en train de nous dire que Boucherb n'est plus des nôtres? Ben, on n'est pas dans le secret du sérail. Donc, ça dénote toute la crédibilité. C'est quand même le deuxième homme du régime. Des restes du boutefliquisme en termes institutionnels, comme dit Ali. Ouais. C'est pratiquement, j'allais dire, c'est des débris. C'est un champ de ruines qui est laissé. Et vous ne pouvez pas gouverner un pays confronté à des défis avec ce genre de personnel, avec ce genre de pratique. La rue ne cesse de le répéter. Dans une mosquée, le jour de l'Aïd. La rue ne cesse de le répéter. Il leur dit, vous allez partir, vous ne représentez personne. Donc aujourd'hui, le Gaïd Saleh veut maintenir cet apparat, comme il l'appelle, tout ça, cet apparat. Un président qui vous dit ça haram dankoum, et puis qui vous dit ça haïdkoum, et entre les deux, il est terré dans son bureau. Un premier ministre idem. Absent. Si on ne prend pas conscience d'un vide terrible et tout ça, aujourd'hui, donc il est temps de négocier. Voilà la société, moi, de mon point de vue, ce que fait la société civile, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut négocier une sortie de crise. Et c'est l'armée ou ses représentants qui sont détentrices du pouvoir, ils ont des outils à faire utiliser. Qu'est-ce qui fait l'Institut stratégique global pour concevoir le développement du pays, la sortie de crise? Qu'est-ce qu'il fait le CNES? Ils ont plein de labos, ils ont recruté plein d'intelligence vive, etc. Où est-ce qu'ils les mettent? Pour frauder les élections. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le moment d'aller de négocier cette sortie de crise, parce qu'une impasse qui perdure, c'est dangereux. C'est dangereux pour le pays. Ah oui, moi j'allais dire, juste pour rejoindre M. Khalil, c'est que aujourd'hui, on arrive à une logique où, dans l'intérêt de tout le monde, en fait, c'est même pas dans l'intérêt seulement de la révolution de la jeunesse algérienne, c'est de l'intérêt, il s'agit de la continuité de l'État, c'est de la continuité institutionnelle. C'est le maintien de l'ordre institutionnel, un État sur un pays. C'est à cette ampleur que la crise est arrivée aujourd'hui. Donc l'ouverture de discussions franches, une négociation franche avec les représentants de la société civile devient impérative et urgente aujourd'hui. Pour un tas de raisons. Je viens d'en évoquer les deux principales. Maintenant, je pense que pour l'ouverture d'une négociation, évidemment, on ne va pas négocier avec n'importe qui. Il faut définir avec qui on négocie. Il est hors de question de négocier avec Ben Saleh ou Bedoui qui ne sont pas réellement dépositaires d'une quelconque autorité. On sait qui décide dans ce pays. Les jeunes aujourd'hui, tu leur demandes, ils disent Ben Saleh, Maïdir Wallo, ils disent Gaïd Saleh, et on attend le bayanet à Gaïd Saleh de mardi. On attend Gaïd Saleh, qu'est-ce qu'il décide? Parce que c'est lui qui donne le cap pour le régime. Et Ben Saleh, il entérine en disant je convoque, je fais, machin. Et donc, à un moment donné, il faut cette négociation. Maintenant, pas avec les représentants comme ça formels, mais plutôt avec le pouvoir réel, ou ses représentants, comme disait M. Khalil, mais surtout avec des préalables. Pour quel objectif de la transition? Est-ce que c'est ils acceptent un changement radical ou ravalement de façade? Et donc, ils doivent clarifier leur position, et des préalables aussi démocratiques en termes de libération de l'espace public, d'opinion, les lois sur toutes les lois antidémocratiques. Donc, ce sont des préalables en fait. Mais aujourd'hui, cette discussion, elle doit s'ouvrir en urgence. Bien sûr, absolument. On va revenir justement avec nous toujours Fatah Tétouche. Fatah Tétouche, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo justement, là où on voit Mouad Boucherb qui s'est vu assigner une place moins officielle, comme je disais, moins
prestigieuse à la mosquée, à côté du président. Un petit commentaire peut-être? C'était quoi le message? Sur la vidéo, si je peux dire, si je peux dire, en fait, c'est une énième tentative de brouiller les pistes, en fait. Essayer de montrer comme si Bouchareb est finalement rejeté à l'intérieur de ce qui reste du régime. Ils veulent dire que l'un des B est rejeté, est écarté? Non, c'est juste pour laisser entendre que les aspirations populaires sont écoutées et qu'il y a quelqu'un dans le régime qui ne veut plus de Bouchareb, qui est rejeté par le régime. Et je pense que c'est juste... enfin, c'est anecdotique. Pour moi, ça n'a pas une grande importance, si ce n'est essayer de brouiller un peu les pistes, essayer de brouiller le paysage politique pour essayer encore une fois de sortir du véritable sujet qui est une issue politique à ce mouvement et un changement dans le fond du système politique actuel pour aller vers un système réellement démocratique. Restez avec nous, oui, Fatah. Restez avec nous, Fatah. Issa Rahmoun. Depuis le décès de Kamaldine Frare, comme je disais au début, une grande mobilisation est en cours donc, en Algérie. Plein d'ONG, plein de partis politiques même, de personnalités, d'avocats appellent justement, se mobilisent contre la répression et le harcèlement des défenseurs des droits de l'homme. Des pétitions même circulent pour la libération des détenus d'opinion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Avant d'évoquer ce sujet, je voulais revenir sur le cas Bouchareb et oui, allez-y. Le spectacle qu'ils nous ont donné à la mosquée à l'occasion de l'Aïd al-Fitr. Je dirais que déjà en voyant la mosquée, c'était une mosquée vide. À part le protocole qui accompagne le gouvernement et ses fonctionnaires, je dirais qu'il n'y avait pas la présence du peuple algérien. Ça nous renseigne de la dissidence citoyenne et pacifique du peuple algérien par rapport à cet événement. D'ailleurs, monsieur Issa Rahmoun, excusez-moi, juste pour rappeler une chose, c'est que justement en regardant ces images, Ali et monsieur Khalil, c'est qu'on voit déjà l'absence de Roul, l'absence de Yahya, l'absence de Sellel, l'absence de quelques têtes dont les Algériens, on avait vraiment marre de voir chaque fois, à chaque occasion. Ça, déjà, ça rentre dans les acquis justement de ce Hirak, de cette révolution. En termes religieux, oui. En termes de religion, la communion et l'appartenance à une religion ne se décrètent pas par une prière de mosquée. C'est dans la pratique, c'est vraiment très spirituel. Et quand on trahit cette spiritualité, on trahit tout un peuple. On trahit toute l'essence religieuse d'un peuple, tout un soubassement sociologique, culturel d'un peuple. C'est indécent. Même les khatarat li fatou, maintenant l'indépendance. Oui. Tout le peuple était berné par la présence d'officiels dans les mosquées. Qu'on arrête ce cinéma. La religion est une question privée, est une question de conviction, est une question d'appartenance, est une question spirituelle. Qu'on arrête de vendre ces images. C'est indécent d'insulter le peuple de cette manière. Je clôture le débat sur ça, si vous permettez, mais je voulais dire, en fin de compte, les histoires sur l'alphabet, les B ou les A, non, c'est un non-débat. C'est pas les 3 B qui est intéressant, c'est tout un système, c'est tout un mode de gouvernance, c'est tout un régime que le peuple algérien veut refaire, veut défaire, veut construire, avec des bases démocratiques dans un état de droit. Par rapport, je reviens à votre question, si vous permettez, Allah yarhamou Kamaldine Frare, qui était avec nous au comité directeur de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, dont Ami Saïd était un des membres fondateurs. Je dirais que le problème, là, se pose un vrai problème de définition d'un détenu politique. Un militant ou un citoyen اللي راه في حد شحاري ولا كي في المعذر في باتنا
ولا كيف في ارجيو ولا اللي راه في ايجين ثلاثه في تيجي وزو. Quand il brandit une carte, une pancarte, dénonçant les pratiques d'un président d'APC, d'un chef de daïra, d'une pratique du DLEP, d'un directeur quelconque d'une oulaya, on peut le considérer comme un détenu politique. Quelqu'un qui dénonce, on ne peut pas avoir les chiffres. C'est impossible. J'ai vu qu'il y avait des chiffres avancés sur 164 détenus politiques entre 92, les années 92 et 95. Là, ça concerne une période de l'histoire de l'Algérie. من 95 وطلع للقدام لليوم 2019. Combien de détenus d'opinion? On n'a pas une visibilité claire des chiffres avancés par le pouvoir. Parce que le pouvoir, il ne croit pas en l'histoire des détenus d'opinion. Hein? Oui. Le code pénal, les dispositifs, les mécanismes du code pénal sanctionnent en matière délictuelle, en matière d'infraction, tout délit qui insulte enfin les symboles de l'État. Mais quand on pacte les conventions internationales relatives aux droits civils et politiques, relatives aux droits socio-économiques, tous les standards internationaux que l'Algérie a ratifiés, والدستور يقول باللي القوانين الدولية المواثيق والمعاهدات الدولية ratifiées par l'Algérie sont supraconstitutionnelles. Absolument, oui. Et on revient à la Constitution qui les concrétise. Est-ce qu'on peut considérer que les textes d'application de la Constitution, de la législation à travers le Code pénal respectent ce standard international? Je dirais que non. Non. Le cas Armoul, c'est un cas. Oui. Le cas Armoul, il a brandi une pancarte à l'occasion de l'annonce de la candidature de l'ex-président de la République. Il est en détention. Tribunal ou la Cour, ils ont confirmé le jugement du tribunal. C'est un délit d'opinion. Oui, c'est vrai. Mais le pouvoir ne reconnaît pas. Incroyable. Je vous donne un autre cas de figure. Et là, j'ai plaidé ce dossier. Le cas Mohamed Babanja. Oui. Pour l'histoire. Qui جاز في غردايا après cassation ou l'Almdia, un collectif d'avocats, on s'est constitué à la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Imaginez que ce cas de figure, Mohamed Babanja, et j'assume ce que je dis, il était la police judiciaire, ils ont essayé par tous les moyens de soustraire des aveux en disant le président du Croissant Rouge à Rardaya. Est-ce qu'on va le considérer comme un détenu d'opinion? Mais bien sûr qu'on va le considérer comme un détenu d'opinion. Du moment où le type, il était militant du Front des Forces Socialistes, comme Kemal Ben Fkhar à l'époque, ne voulait pas dire le contraire de ce qu'il pense. Voilà une opinion. Donc, dans ce cas de figure, le chiffre avancé par les officiels et par les organisations des droits de l'homme avec lesquels on a ce qu'on a, que les chiffres avancés, on ne peut pas. L'Algérie est un continent. De visibilité, de lisibilité, manque d'informations. Aïssa Rahmoun, nous avons vu plein Aïssa Rahmoun, nous avez vu justement sur les réseaux sociaux, un peu dans la presse, plein de militants, activistes politiques aussi, qui appellent justement à ressortir tous ces dossiers, à en parler. Est-ce que vous, en tant que Ligue des droits de l'homme, vous avez un projet dans ce sens? Les projets, on ne peut pas les avancer réellement. Non, mais réellement, il faut dire la chose suivante. Oui. Tout ça dépend d'une volonté réelle du pouvoir. Tout ça dépend réellement du volonté réelle des magistrats. Les magistrats aussi sont devant leurs responsabilités. Je suis très, très content, très satisfait de l'avancée importante des magistrats, la prise du syndicat national des magistrats par de jeunes magistrats qui étaient avec nous, le Hirak, qui étaient avec nous dans la Révolution. Eux, ils avancent un argument qui est de taille. On ne peut pas se considérer, ils posent la question de la manière suivante.
on ne peut pas se considérer comme étant un élément qui constitue la société civile avec les lois actuelles. La loi portant sur le fonctionnement global du corps de la magistrature, il faut savoir que le président du Haut Conseil de la magistrature, c'est le président de la République, avec l'artifice de l'article 104 de la Constitution, chef de l'État, c'est l'attribution du chef de l'État. Donc, on ne peut pas imaginer une justice indépendante en dehors je dirais, de l'abolition de ces lois scélérates qui ne permettent pas aux juges, au pouvoir judiciaire, d'être vraiment, réellement indépendants du pouvoir exécutif. Restez avec nous, Issa Rahmoun. Monsieur Khalil, justement sur ce sujet, c'est un dossier qui était quand même un sujet tabou en Algérie depuis les années 92, à partir de... Donc on ne parle plus de détenus politiques, personne n'a osé parler de ça. Ce Hirak, justement, a libéré le peuple, a libéré même les activistes, les avocats, les militants. Non, pour l'histoire, dans les années 90, lorsqu'on était à la direction du FFS, une des revendications pour aller vers une négociation, pour aller vers une sortie de crise, c'est des mesures d'apaisement, justement, c'est libérer les détenus et ouvrir le champ politique, ouvrir le champ médiatique. Ça reste d'actualité aujourd'hui. Et c'est revenu en force quand même en ce moment en Algérie. Aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Le premier signe de la volonté politique de sortie de crise du régime, c'est leur attitude par rapport aux détenus d'opinion, par rapport aux prisonniers qui sont encore maintenus pour leurs opinions, pour tout ça. Et c'est quand même intolérable qu'un militant politique, Kamel El-Din Fakhar, qu'on laisse au moment de mourir en prison, faute de soins, que Kamel El-Din Fakhar, parce qu'il défend sa communauté, parce qu'il défend les droits de l'homme, et en défendant sa communauté, il défend toute l'Algérie, qu'on le laisse abandonné, livré. Quelque part, on a mauvaise conscience parce que dans le sillage du mouvement, on l'a quelque part oublié. Alors qu'avant, il y avait le comité Fakhar, souvent sur ce plateau-là, on n'a pas cessé de revendiquer sa libération, tu en es témoin, et dans la télé, c'est des pétitions à Berber TV. Et cet acharnement, donc tant que le régime, il est dans son attitude répressive, dans son attitude, j'allais dire, violente, je crois que les choses n'ont pas bougé, les lignes n'ont pas bougé. Donc une des mesures, une des exigences de cette révolution, c'est des mesures d'apaisement, c'est la libération des détenus, c'est de libérer la parole, c'est libérer le champ politique. Là, on dit que les choses sérieuses ont commencé. Mais tant qu'on en est dans cette situation-là, tant qu'on réprime les manifestants, tant qu'on n'a pas le droit de manifester, tant qu'on n'a pas le droit de parler librement, tant que la télé, les médias publics sont entre leurs mains, sont confisqués, ça veut dire que le régime n'a pas de volonté politique de libérer, le peuple. Et autre chose aussi, ce qu'il faut dire, donc une fois que ces mesures sont prises et que réellement on a commencé le travail pour sortir de l'impasse, pour une sortie de crise, il me semble qu'il y a quand même unanimité de tous les acteurs politiques qui ont opté pour le changement radical, qui ont opté pour l'état de droit, qui ont opté pour une justice indépendante, qui ont opté pour les libertés individuelles et collectives et pour les droits de l'homme. Il y a unanimité. Comment y aller? La transition, je crois que des analystes, des observateurs, même aujourd'hui, vous écoutez les simples, dans votre émission, les paroles de manifestants, le processus est déroulé.
Ouais, c'est et vrai. d'une fluidité. Je crois qu'il y a une conscientisation, il y a un niveau politique qui s'élève de jour en jour, qui fait aujourd'hui que nous sommes juste les porte-parole de ce que revendique le peuple dans toutes ses composantes. Globalement, vous pouvez, je crois que s'agissant de faire représenter cette population, il me semble, lorsqu'ils ont voulu appeler la société civile, ils savent le faire. Mais nous prenons acte aujourd'hui d'un manque de volonté politique d'aller vers une sortie de crise. Et c'est pour ça que nous restons mobilisés pacifiquement jusqu'à ce que nous obtenons gain de cause. Ali Boucherk, Ben Salah va parler ce soir. Tout le monde se pose la question, que va dire Ben Salah? Mais je suis sûr qu'il ne va pas parler de détenus politiques, il ne va pas libérer tous les détenus politiques. Je ne pense pas, malheureusement, hein, et hélas. Moi, je pense que la déclaration de Ben Salah ce soir, enfin, je pense qu'il va rapporter un message et va le communiquer au peuple algérien. Encore des dates. Et il n'en est pas l'artisan de décision, Oui. encore une fois. Il est, comme on dit, le marsoul. Un marsoul, c'est un messager qui va transmettre un message. Je pense que ce n'est pas lié à un déblocage de la situation. Je ne pense pas, parce que les signaux envoyés, précisément ce que citait M. Lille, répression des manifestants, blocage pour ne pas rentrer sur Alger. Et d'ailleurs, ils sont en train de, encore une fois, de mettre un dispositif policier et de gendarmerie pour bloquer les issues vers Alger. Aujourd'hui, c'est leur chasse gardée. Donc c'est encore une mentalité de répressive, de violence. On voit bien que sur le dossier des militants politiques emprisonnés, ils n'ont aucune volonté d'aller dans un apaisement. Est-ce que c'est normal en 2019, on parle encore de détenus politiques, détenus d'opinion, justement? Avec un régime pareil, c'est normal. Malheureusement, on est amené aujourd'hui à reposer toujours cette revendication, qui d'ailleurs ne date pas d'aujourd'hui, elle est très très ancienne. Depuis l'indépendance algérienne, l'armée des frontières, quand ils sont emparés du pouvoir, les premiers réflexes qu'ils ont eus, c'est d'emprisonner. C'était de liquider, d'emprisonner, de violenter. Donc, on y est encore dans ce schéma c'est-à-dire que ce qui est encore plus symptomatique de la situation, c'est que aujourd'hui, dans un temps de crise, dans un temps de pression populaire grandissante et générale, déterminée depuis des semaines et des semaines maintenant, on voit que cette pression n'aide pas le régime à comprendre la nécessité de desserrer un peu l'étau sur la société. On voit bien que derrière ça, en fait, la pression finalement populaire chatouille en eux un vieux réflexe qui se réactive à chaque fois, à savoir violenter la société, isoler la société, en s'en prenant aux gens, aux activistes, aux porte-parole, aux gens qui sont très actifs dans la société. Et malheureusement, on est encore à regretter aujourd'hui, pour moi, c'était même pas la mort de Kemal El Fakhar, c'était pour moi une liquidation indirecte par omission, par mépris et par manque de soins. On va demander à Fatah Tétouche, justement. Fatah Tétouche, depuis donc la liquidation, comme disait Ali, et c'est ce que dit sa famille aussi, hein, elle a été liquidée par le régime, Kemal El Fakhar, Allah yarhamou. Donc des militants, des juristes, parle de détenus politiques, qu'il faut y aller justement vers la libération de toutes ces figures, toutes ces personnes qui sont en prison même depuis le coup d'État, le fameux coup d'État de 92, jusqu'à aujourd'hui. Comment peut-on aller justement vers tout ça? Et Fatah, est-ce qu'on peut s'attendre demain à des pancartes, à des slogans dans ce sens? Il y avait déjà en fait des pancartes le vendredi passé qui demandaient la libération des détenus politiques. Oui, c'est vrai, vendredi dernier, c'était destiné à ça, oui. Et il y avait aussi des slogans qui ont été scandés pour la libération des détenus politiques. J'ai envie de dire aussi que la libération des détenus politiques et d'opinion est un préalable en fait à toute démarche ou à toute négociation. Oui. Mais il ne faut pas en rester là en fait. Il ne faut pas rester sur uniquement la libération des détenus politiques. Il faudrait aussi abroger les lois sur lesquelles ils s'appuient pour les emprisonner. C'est-à-dire qu'il faut l'abrogation
de toutes les lois liberticides qui permettent justement à cette justice instrumentalisée. En tout cas, les jeunes de Hirak sont clairs et ils revendiquent un état de droit. Oui, mais justement, on ne parle pas de l'état de droit, en fait. Avant même d'y arriver à l'état de droit, avant même d'y arriver à une transition et à la refonte de ces des préalables. Il y a un certain nombre de lois pour lesquelles il ne faut pas légiférer, mais il faut juste abroger. En fait, il faut juste les abroger comme un préalable à tout processus de transition. J'entends les lois sur les partis politiques, les lois sur les associations et aussi les lois sur les médias. Et donc toutes ces lois-là, tout cet arsenal en fait juridique qui a permis à ce régime bouteflikien de réprimer et en fait en réalité aussi il nous a permis à nous aussi de nous rendre au peuple algérien complètement de nous rendre compte de l'atrocité, de la nature macabre de ce régime-là. Et là où je suis peut-être une petite nuance avec monsieur Saïd Khalil par rapport quand il parle d'impasse, je ne crois pas je crois qu'il y a deux visions ou deux angles de vue. Du point de vue du régime, ils sont en crise et ils sont dans une impasse. Effectivement. Oui. Du point de vue, en fait, du mouvement populaire de la révolution, nous ne sommes pas dans une impasse parce qu'on le voit. La première semaine, il y avait une revendication claire, unitaire qui était non au 5e mandat. Et de semaine en semaine, en fait, il y a une maturité politique, il y a un exercice politique, il y a une sorte en fait de cours magistraux sur la Constitution, sur les droits, sur la politique, sur des éléments en fait assez pointus. Et donc, on n'est pas en train d'assister à un véritable changement parce que un changement qui viendrait peut-être pas par les élections ne serait peut-être pas profond et ne serait peut-être pas périn. Mais là, on est en train de voir un changement profond de la société où on a des citoyennes et des citoyens qui n'ont peut-être jamais exercé la politique, qui ne se sont jamais intéressés à la chose politique, qui sont aujourd'hui pleinement impliqués, pleinement mobilisés, qui se réunissent dans leur quartier, qui se réunissent dans des collectifs, dans des initiatives. Et je pense que le plus grand changement, c'est celui-là, c'est ce changement-là où il y a une implication d'un plus grand nombre d'Algériennes et d'Algériens dans ce processus de transition. Et Fatah Tétouche, vous parlez de crise, justement, le pouvoir est en crise, le peuple est en révolution, et c'est vrai, une belle phrase d'ailleurs. Justement, restons un peu sur la crise du régime. Aujourd'hui, le régime vit une crise politique, certes, une crise de confiance. Il est assiégé, les ministres ne sortent pas, même pas dans la rue, ils ne font même pas leur boulot, hein, les ministres aujourd'hui, le gouvernement, on ne les voit pas, le Premier ministre, on ne le voit pas. Donc le régime est vraiment faible, trop faible en ce moment, d'un côté. Et là, on nous parle aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, par quel miracle, toute la presse algérienne parle de crise économique, parle de réserves de change qui sont passées à 79,88. Bien sûr, on ne nous dit pas le chiffre de mois d'avril ou de mois de mai, hein, on nous donne un chiffre de décembre. Donc 79 en décembre, aujourd'hui, j'imagine qu'on est à 73, à 74 peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, en fait, ce que j'entends sur la crise du régime et aussi sur l'économie, justement, j'allais en venir. Le régime s'appuie sur à peu près 4 piliers qui sont un appareil politique, l'argent, les médias, tout l'appareil de communication et l'armée. En fait, tous les piliers du régime s'effondrent. L'appareil politique, Bouteflika, dans son fantasme et dans son envie d'hégémonie, de mégalomanie, en fait, il a réduit l'appareil politique à de simples figurants qui ne savent même pas, d'ailleurs, faire de figuration. Les médias, ils sont complètement discrédités à partir du moment où on a vu comment ils étaient trop zélés dans la défense du 5e mandat, etc. L'intervention en 91 de l'institution militaire et la décennie noire a discrédité en partie l'institution militaire, donc il ne reste absolument plus rien. Et l'argent, les caisses se vident, il ne reste absolument plus rien à ce régime. Par contre, il serait peut-être aussi pour nous et pour le bien de tout le monde, est-ce que le processus de transition soit enclenché le plus rapidement possible, qu'on ait
qu'on ne fasse pas une révolution en pleine crise économique, et aussi il faudra que toutes les compétences... Ils vont peut-être s'adresser aux Émirats et revenir après nous dire la main étrangère. Tous les économistes, franchement, même la main étrangère, en fait, il y a quasi une impossibilité d'intervention étrangère, parce que l'intervention étrangère, en général, elle se fait en s'appuyant sur des clivages, sur des dissensions, sur des dissidences à l'intérieur de la société. Merci Fatih Tétouche, restez avec nous, on n'a pas beaucoup de temps malheureusement. Maître Rahmoun, justement, alors qu'au moment où la société, le peuple, les manifestants continuent de battre le pavé, la paralysie de l'activité économique aujourd'hui en Algérie enfonce le régime dans sa crise, comme on disait. Est-ce là le sens, le vrai sens de pousser quelqu'un à ces derniers retranchements? Écoutez, en matière économique, je ne vous cache pas, je suis un juriste, donc chacun a son niveau d'intervention. Oui. Mais je voudrais attirer l'attention des invités et de l'opinion publique. En matière économique, il y a ce qu'on appelle la ressource et le potentiel. Pour paraphraser un économiste qui est enseignant à l'université de Tizi Ouzou, Belkacem Boukhrouf, entre autres, on a les ressources nécessaires. En termes de richesse du pays, minier, gazier, pétrolier, etc., etc. Et on a le potentiel nécessaire. Le meilleur des investissements qu'on puisse faire aujourd'hui. Oui, M. Rahmoun. Monsieur Rahmoun, on a perdu. Vous Monsieur m'entendez? Rahmoun, oui, vous êtes là? Donc, je disais, pour paraphraser, pour rapporter fidèlement ce qu'avance Belkacem Boukhrouf, un économiste de l'université de Tizi Ouzou, enseignant à l'université de Tizi Ouzou, qui faisait la différence entre le potentiel et la ressource. On a les ressources nécessaires dans toutes les matières, minières, gazières, pétrolières, etc., agricoles, etc. Et on a le potentiel nécessaire. L'Algérie regorge de femmes et d'hommes capables de relever les défis. Ce que le pouvoir actuellement, le pouvoir central, le régime, ne veut pas accepter. Que l'alternance soit d'une manière intergénérationnelle. Et là, je fais aussi, je suis établi à Tizi Ouzou et Alger, je suis entre Alger et Tizi Ouzou. Il faut que nos aînés aussi comprennent que les transitions peuvent se faire d'une manière intergénérationnelle. Que les organisations corporatistes, telles que les barreaux, telles que les organisations de médecins, telles que toutes les organisations qui existent sur le terrain institutionnel, il faut qu'ils acceptent de transmettre ce flambeau à une jeunesse qui aspire à changer le monde par nous-mêmes, par nos mœurs, par nos traditions, par notre culture, etc., etc. Donc la matière grise est la matière dont il faut investir. Oui, M. Rahmoun. On a perdu M. Rahmoun. M. Saïd Khalil, restons donc sur le même sujet. Est-ce qu'on peut avoir une économie forte, une économie de création de richesse sans une légitimité populaire, sans un pouvoir légitime? Juste, je n'ai pas compris ma divergence avec Tétouche, mais enfin, c'est-à-dire, je crois qu'il y a une forte unanimité sur l'essentiel. Oui, sur absolument. Le reste n'est que coquetterie intellectuelle. Bref. Bon, concernant donc la question économique, oui. Effectivement, la réalité le démontre, seuls les pays où il y a une légitimité démocratique, politique, sont développés, ont une économie forte. Et parce que le champ économique est libéré des enjeux, des otages, des oligarchies, etc. Par contre, lorsque vous avez un autoritarisme, une oligarchie, etc., on prend en otage l'économie, et c'est le cas du pays, sans compter ce concert dévastateur qui est la corruption. Au-delà d'un certain taux de corruption, je pense, c'est
toute l'économie qui est en ruine. C'est le cas en Algérie. Donc, je pense que dès lors qu'on a libéré le champ politique, le champ économique va se libérer. Et les initiatives qui ont été bloquées, que de projets bloqués, c'est des centaines de milliers de projets qui sont bloqués parce qu'il faut graisser la pâte. Donc, il me semble que ça va aller être les deux pieds. On libère le pays des carcans politiques, automatiquement, le champ économique, le champ culturel, le champ artistique vont se libérer. Est-ce que justement le fait de, M. Khalil, de parler de ce problème aujourd'hui, même à la veille du 16e vendredi, ce n'est pas une diversion en soi? Parce que on a des problèmes, on a une crise, après on va parler de changement, après on va parler de politique. Mais le drame, c'est qu'ils n'ont aucun potentiel, ils n'ont aucune capacité à toucher, à faire bouger quoi que ce soit. C'est une tétanie, une paralysie totale. Totale, oui. Une paralysie totale. Mais là, on en est conscient. Cette histoire de planche à billets, cette histoire des réserves de change qui fondent comme neige sous soleil, ça c'est connu. Un déficit commercial de 5,3 milliards de dollars en 2018. Oui, c'est d'année en année. Oui. On était en 2014 à quelque chose pas loin de 200 milliards de dollars comme réserve de change. Et le dernier chiffre que vous avez avancé, il date de fin de 2018. Oui, oui. Donc on doit être pas loin de 70 ou peut-être un peu moins. C'est-à-dire nous pouvons tenir au plus, d'après tous les experts, 1 à 2 ans. Ça. Et aujourd'hui, donc il y a urgence, parce qu'il ne faut pas quand même sous-estimer ce risque. Il faut parler le langage de vérité. Le pays est en danger. Ali Bouchelka, il y a urgence économique, c'est vrai, mais il y a surtout l'urgence politique. C'est ce que le peuple algérien dit en tout cas en ce moment. En tout cas, sur les deux plans, ils sont intimement liés. Oui. On sait très bien que dans un régime autoritaire, pour reprendre ce que disait Mais est-ce qu'on peut aller dans des réformes économiques si on n'a pas justement entamé ou commencé par des réformes politiques? Moi, à mon avis, là, aujourd'hui déjà, pourquoi le débat sur l'économie s'invite? Je pense que c'est effectivement une diversion, est un moyen de pression supplémentaire. Il n'a pas échappé à personne que les bayanat, tous les communiqués de Gaïd Salah mentionnaient toujours que la période de transition est synonyme d'une instabilité économique. Par contre, du côté du peuple du Hirak, ça rassure. C'est dire que ce régime est faible politiquement, il est faible économiquement, il est fini. Donc, ça rentre dans la guerre psychologique et la guerre d'usure. C'est l'une des cartes du régime à jouer pour installer un climat de peur au sein de la population, pour ne pas aller dans cette volonté, ou bien pour essayer de débrécher cette volonté populaire, d'aller dans un changement profond et radical, de rupture avec ce régime. Donc, ils utilisent maintenant le levier économique, en mettant en scène ce chiffre-là. Je mentionne tout simplement que ce chiffre, il est aussi le résultat de leur politique. Absolument. Donc c'est une politique où, quand on voit la planche à billets, des choix économiques catastrophiques, quand on voit le nombre de blocages d'investissements dans l'économie productive, elle qui peut embaucher, elle qui peut en fait désenclaver des régions entières et donner en fait du souffle à la consommation populaire, la consommation nationale. Et ceux-là, ils sont bloqués pour des intérêts, pour des histoires. Mais eux, ils avantagent ce qu'on appelle la shkara, les begara, les oligarques. Et derrière ça, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne une image d'un champ de ruines économiques, d'un gâchis. Et j'ajoute une chose sur le plan politique, c'est que quand on n'a pas d'institutions crédibles et transparentes, eh ben, même les investisseurs, ils ne peuvent pas investir. Donc la démocratisation du champ politique, l'ouverture du champ politique et l'installation d'institutions légitimes ouvrent enfin le champ à un redémarrage économique. Merci. Monsieur Saïd, un dernier mot par rapport à demain, la marche de demain, un petit message aux Algériens qui vont sortir demain. Demain, puisque vous avez repris des forces, nous avons repris des forces, nous ferons un vendredi grandiose et nous allons continuer à semer l'espoir jusqu'à la victoire finale. Fatih Touche, un dernier mot par rapport à demain, la marche de demain? Oui, un dernier mot pour dire que tout à l'heure, vous avez parlé en fait du Soudan.
Alors, on est très très loin du scénario du Soudan, mais il faudra tirer les leçons. Les leçons, c'est quoi? C'est que avant d'aller en négociation, il faut des signaux clairs. Et en fait, il faut savoir que la mobilisation. Oui. Fatah Tétouche, on l'a perdu. Ali, un dernier mot par rapport à demain, la marche de demain. Eh ben, ça sera grandiose et le peuple algérien montrera encore une fois sa détermination pour un changement radical. Merci, merci M. Saïd Khalid, merci à vous Ali Bouchelka, merci à Fatah Tétouche, merci au maître Issa Rahmoun, merci à vous toutes et à tous, Silmiya, Khawa Khawa, donc le 16e vendredi demain, soyons forts, optimistes et sourions surtout. C'est la révolution du sourire. Salam alaikum, qima dilana.